Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire-géographie de 6e. Nous allons étudier un nouveau chapitre d'histoire, celui consacré à la République romaine. Et nous nous poserons la question, quelle est l'histoire de la République romaine? Vous êtes prêts? Commençons. Alors, au sommaire de cette leçon, grand 1, l'installation de la République, grand 2, le Sénat et le peuple romain, grand 3, la République conquérante. Regardez bien l'image à droite de l'écran, il s'agit du symbole de la République romaine, l'aigle surmontant les lettres SPQR qui veulent dire Senatus Populusque Romanum, le Sénat et le peuple romain. Commençons avec une frise chronologique. Vous voyez, notre frise va d'à peu près 800 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ, justement, et elle est divisée en deux grandes parties. La première grande partie, c'est celle de la royauté. Rome est gouvernée par des rois. La seconde partie, c'est celle de la République romaine. Alors, date de début, celle de 753 avant Jésus-Christ, mais c'est une date légendaire dont nous ne sommes sûrs de rien, c'est celle de la fondation de Rome par Romulus. Autre date légendaire, celle qui fait commencer la République en 509 avant Jésus-Christ. Donc, entre ces deux dates, Rome vit sous la royauté et la royauté de princes étrusques. Puis d'environ 509 avant Jésus-Christ jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, Rome vit en république. Alors cette république, elle va prendre du temps à prendre sa forme définitive, sa forme institutionnelle définitive, et surtout, elle ne cessera de s'étendre géographiquement grâce à différentes guerres. D'abord des guerres contre les peuples italiens voisins, puis des guerres contre Carthage. Carthage, c'est une cité d'Afrique du Nord qui est très puissante, qui a une marine puissante, qui domine l'ouest du bassin méditerranéen. Rome sera en guerre contre elle pendant une centaine d'années, avec des pauses, et finira par détruire Carthage et prendre les territoires qu'elle possédait. Plus tard, Rome pourra conquérir le reste du bassin méditerranéen et notamment l'ère de la civilisation grecque. Puis, grâce à César, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, de 58 à 51 avant Jésus-Christ, César va conquérir les Gaules. Et puis, entre la conquête des Gaules de César et 27, le moment où Auguste devient empereur, eh bien, c'est un temps de troubles et de guerre civile. C'est la fin de la République romaine et la naissance de l'Empire romain. Alors, voyons voir dans un premier temps l'installation de la République. Et pour cette installation de la République, il va falloir d'abord passer par le mythe. Ce sont les seules sources que nous avons. Rien n'est certain quant à l'installation de la République. Et les Romains racontaient une histoire tragique à propos de celle-ci. Les Romains étaient à l'époque gouvernés par le roi étrusque Tarquin le Superbe, qui les opprimait, et son fils Sextus Tarquin s'est même permis de chercher à violer Lucrèce, la fille du préfet de Rome, connue pour sa vertu et sa beauté. Celle-ci préfère mourir plutôt que d'avoir une relation avec Sextus Tarquin, et cette mort déclenche la révolte des Romains. Lucius Junius Brutus, le propre neveu de Tarquin, jure de venger la mort de Lucrèce et mène les Romains à la révolte contre les rois étrusques qui sont donc chassés et la République est ainsi établie. Vous voyez, l'image que nous avons, c'est celle du serment de Junius Brutus qui promet de venger Lucrèce. Alors, l'installation de la République, elle commence avec des catégories de population qui sont très distinctes l'une de l'autre,
celle des patriciens et des plébéiens. Alors pour bien comprendre tout cela, nous avons besoin de quelques définitions. Un patricien romain, au début de la République, c'est un Romain qui appartenait à l'une des vieilles familles de Rome et qui dispose à ce titre de droits politiques. À l'opposé, un plébéien, au début de la République, c'est un Romain qui n'a pas de droits politiques, qui est issu de familles modestes. Peu à peu, la citoyenneté s'impose pour tous les Romains grâce aux luttes des plébéiens qui réussissent à obtenir de nouveaux droits. Et un citoyen romain, c'est un homme libre né d'un père citoyen romain ou qui a reçu le droit de cité. C'est ainsi que s'instaure et se développe la République. La République, du latin res publica, c'est la chose publique. C'est un État sans roi dans lequel la population ou une partie de celle-ci détient le pouvoir. Regardez l'image à droite de l'écran, il s'agit de celle d'un patricien romain qui est vêtu de la fameuse toge romaine qui montre toute la dignité de sa famille, d'autant plus qu'il tient dans ses bras les statues de ses ancêtres qui étaient déjà donc des citoyens romains. Alors, comment est organisé le système politique romain ? Eh bien, en bas de l'échelle, on trouve le peuple qui est réuni en comices. Les comices, ce sont des assemblées de citoyens. Ces assemblées sont dominées par les citoyens les plus riches. Et dans les comices, le peuple est appelé à voter les lois, la guerre et la paix, et à élire les magistrats. Vous voyez dans l'image la reconstitution d'un vote des comices pour une loi, avec à gauche des personnages qui distribuent donc des tablettes qui permettent de dire oui ou non à la loi, et au milieu, puis à droite de l'image, les citoyens qui attendent pour voter. Vous voyez que votent en tête les citoyens les plus riches pendant que les plus modestes attendent leur tour derrière. Alors, au-dessus des simples citoyens se trouvent les magistrats. Qu'est-ce qu'un magistrat ? Un magistrat, c'est une personne élue par les citoyens et qui fait partie du gouvernement de Rome, c'est-à-dire qui a une fonction active dans la vie politique romaine. Vous voyez dans l'image à droite les différents niveaux de magistrats, avec tout d'abord les questeurs qui sont chargés des finances et des impôts, les édiles qui gèrent la ville, le jeu, la police et la voirie, les préteurs qui sont chargés de la justice, et au sommet de la hiérarchie, les deux consuls qui dirigent les affaires de l'État et de l'armée. Il existe aussi deux censeurs. Les deux censeurs recensent les citoyens et recrutent le Sénat. Pour les Romains issus de bonnes familles, pour les hommes, la plus grande des honneurs était de suivre ce que l'on appelait la carrière des honneurs, c'est-à-dire d'occuper successivement les différentes fonctions de magistrat en espérant devenir un jour consul, puis sénateur. Alors le Sénat, justement, qu'est-ce que le Sénat ? Eh bien le Sénat, c'est une assemblée qui est composée des anciens magistrats supérieurs et qui contrôle justement les magistrats. C'est à lui qu'appartiennent les plus grandes décisions. C'est le lieu de débat entre les hommes les plus importants de la République romaine. C'est l'endroit clé de la République romaine. Alors toute cette activité politique, toute cette organisation de Rome se situe sur un lieu bien précis que l'on appelle le Forum romain. Le Forum romain qui est occupé par beaucoup de bâtiments construits au fil des siècles qui témoignent de la grandeur de Rome, et ces bâtiments sont spécialisés. Certains d'entre eux ont des fonctions politiques comme la curie où siège le Sénat, d'autres ont des fonctions religieuses comme le temple de Vesta, le temple de la Concorde par exemple et le temple de Saturne, et d'autres ont des fonctions commerciales et judiciaires comme la basilique Julia ou la basilique Emilia, qui sont de longs
et grands bâtiments. Cette république romaine est une république conquérante qui est en guerre quasiment permanente. Elle est en guerre, comme je vous l'ai déjà dit, pour conquérir ses voisins en Italie au IIIe siècle avant Jésus-Christ et contre Carthage dans cette même période avec plusieurs très grandes guerres où Rome a vu son territoire être envahi et qui n'a réussi à gagner que quand elle-même elle a attaqué Carthage sur ses propres terres. Après avoir vaincu Carthage, elle a pu prendre définitivement possession de la Sicile, de la Sardaigne, de la côte espagnole que possédait Carthage, puis continuer à conquérir le bassin méditerranéen avec, vous le voyez, l'Illyricum tout d'abord, puis la Macédoine et l'Achaïe, c'est-à-dire la Grèce, et l'Asie mineure, tout l'ancien domaine grec, ainsi que la Gaule narbonnaise et la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la partie de la Gaule qui est au bord de la Méditerranée. Enfin, au 1er siècle avant Jésus-Christ, grâce à Jules César, elle a conquis la Gaule chevelue puis la Numidie. Voilà comment Rome s'est retrouvée, la République romaine, à maîtriser à peu près l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors comment a-t-elle réussi cette conquête du bassin méditerranéen? Eh bien, elle a réussi grâce à une armée presque toujours victorieuse. Ce qui caractérise l'armée romaine, c'est que c'est tout d'abord une armée de citoyens convaincus de leur force, nourris dès l'enfance à l'histoire du mythe de Rome et pensant que Rome a vocation à dominer le monde. Mais ils n'ont pas seulement une légende en tête, ils ont des réalités bien concrètes. Première de ces réalités, une discipline très stricte dans les armées romaines. N'oubliez pas, les soldats romains font un service militaire de 20 ans. Cette armée, elle développe un sens tactique important qui lui permet de vaincre des ennemis souvent plus nombreux sur le champ de bataille, mais souvent moins bien organisés. Et le troisième point, c'est son organisation, justement, organisation sur le champ de bataille, mais au-delà du champ de bataille. Regardez bien l'image du légionnaire romain. Non seulement il est très bien armé et très bien protégé, mais il a aussi des outils qui lui permettent d'être un bâtisseur, bâtisseur de routes, bâtisseur de ponts, bâtisseur d'aqueducs et bâtisseur de camps pour se défendre. C'est cette excellence de l'organisation romaine qui permet à l'armée de la République de conquérir progressivement l'ensemble du bassin méditerranéen. Un exemple qui nous touche particulièrement, nous Français, la conquête de la Gaule, réalisée par Jules César, dont vous avez une statue en bas à droite de l'écran. Eh bien, Jules César, pendant en quelques années, conquiert la Gaule et réussit à vaincre Vercingétorix. Et vous voyez dans l'image les fortifications érigées par les légions de César à Alésia. On ne voit pas la forteresse même de Vercingétorix qui était située plus à gauche que l'image, mais vous voyez toutes les organisations qui protègent le camp de César, les tours qui ont été construites et tous les pièges qui empêchent les soldats de Vercingétorix d'attaquer le camp de César. Et regardez bien, il y a un deuxième réseau de tours tout à droite qui protège le camp de César contre l'armée de secours que les Gaulois ont mobilisée pour sauver Vercingétorix. Alésia, donc, grâce à son organisation, grâce à un encerclement total du camp de Vercingétorix, Jules César a pu vaincre non seulement l'armée de Vercingétorix, mais aussi l'armée de secours. C'est ainsi que Rome a pu conquérir la Gaule et que son armée avait conquis progressivement tout le bassin méditerranéen. Voilà donc pour l'histoire de la République romaine. J'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de nouvelles choses et vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.